Alors, je voudrais d'abord saluer Luc Lang et puis je vais commencer par le présenter rapidement. Luc Lang est écrivain, il a écrit une douzaine de romans, il a remporté le prix Goncourt des lycéens pour un roman qui s'appelait 1600 ventres en 1998. Et le roman dont on va parler aujourd'hui, La Tentation, est un roman qui a remporté le prix Médicis en 2019. C'est une œuvre très riche déjà et Luc est aussi enseignant. Il est professeur d'esthétique à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Cergy-Paris. Voilà. Alors, je voudrais, pour commencer cette conversation, déjà savoir comment vous allez, Luc Lang, finalement, à ces quelques jours de ce qui pourrait s'amorcer comme une période de déconfinement pour nous. Comment s'est passée l'année 2020 et le début de l'année 2021 dans cette période de pandémie? Est-ce que vous avez réussi à travailler? Enfin, comment allez-vous? Bonjour Maëlys, merci de cette invitation à cet entretien. Écoutez, moi je vais bien. J'ai autour de moi tous mes proches vont bien, donc c'est beaucoup. On n'a pas été touchés nous n'avons pas été touchés personnellement par cette histoire de Covid. Pour ma part, ma vie n'a pas beaucoup changé puisque je suis plutôt à mon bureau en train d'écrire. J'ai un jardin et j'ai peu souffert Du confinement. de cet ensemble de confinement, même si évidemment la vie sociale est un peu pauvre. Et le fait de ne pas pouvoir retrouver les amis à la terrasse d'un café, c'est assez pénible. Ce qui est peut-être le plus pénible, c'est le fait de ne plus pouvoir aller au musée, le fait de n'avoir pas vu l'exposition Matisse que je rêvais de voir, j'ai pas eu le temps. Mais bon, c'est en même temps, disons que c'est en même temps des détails par rapport à ceux qui peuvent être confinés dans des cités Bien sûr. où ils sont dans des petits espaces à vivre très, très difficilement ce confinement. Donc, bon, j'ai vraiment pas à me plaindre. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour échanger autour de votre roman La Tentation, qui est donc l'un des romans finalistes du Premio Gregor von Retzouri. Et, et donc, moi, je l'ai lu en français, mais c'est un roman qui est donc traduit en Italie. Et je voudrais voilà, qu'on ouvre une discussion autour de ce texte, qui est un texte assez saisissant, extrêmement intense, et qui est remarquable pour quelques raisons. Donc, je vais en déplier une ou deux. D'abord, c'est un roman qui déploie une atmosphère extrêmement puissante et la matière atmosphérique d'un livre est sans doute ce qu'il y a de plus difficile à instaurer et à tenir. Je parle d'une forme de matérialité que l'on ressent à la lecture, qui tient au climat, aux espaces, la forêt, cette espèce de recoins assez montagneux. On est entre Lyon, Annecy, on est dans une région de très boisée, mais assez vallonnée, avec des fossés, de routes froides. C'est une atmosphère également nocturne et froide au sens où il y a de la neige, etc. Donc on a un roman qui se déroule sur un week-end et qui est déjà très très fort par sa puissance atmosphérique, qui a aussi quelque chose de très lié à la mort. Il y a quelque chose d'assez funèbre dans ce livre. Mais il est aussi remarquable par sa construction. C'est une construction absolument étonnante on revient sur une scène. Donc déjà, il s'amorce avec une scène extrêmement opératique qui ouvre le début du roman, où le personnage principal, François, qui est un chirurgien dans la soixantaine, encore très actif, part chasser, chasse seul en forêt, repère un cerf qu'il élave, qu'il traque depuis 2 ans, et le, le manque, c'est-à-dire le blesse, et va plutôt dans une espèce de vacillement total, mais qui est finalement le vacillement de sa vie,
choisir de ne pas le tuer, mais de le ramener au relais de chasse, une maison qui s'appelle le Relais, pour le soigner. Et à partir de là, un roman, dans ce geste finalement, un roman s'enclenche, qui est un roman à la fois familial, mais qui embrasse aussi un certain état du monde, assez crépusculaire, dont on va parler. Et cette scène, ce roman est constitué de retours. En fait, on revient de manière assez cyclique sur des pages et sur la scène de départ, et puis aussi sur l'arrivée de son fils Mathieu, le fait que le narrateur se rend au monastère où sa femme est partie vivre et qu'elle n'est pas là, et puis cette image qui le poursuit sans cesse, d'avoir peut-être vu le visage de sa fille dans une berline qui fonçait sur la route alors que le cerf que lui pourchassait lui coupait le passage. Donc il y a une espèce de tissage extrêmement dense de figures, de matière, et qui évidemment de matière, de cette atmosphère. Et en même temps, on rentre dans ce livre un peu comme dans une fable presque, avec cette image du cerf, et ce cerf va hanter littéralement tout le roman, qui est une espèce de... Il revient tout le temps, il est tout le temps présent. La chasse est aussi une ligne de base qui sous-tend tout le livre. La chasse qui est aussi un corps à corps, quelque chose de charnel, mais aussi il y a quelque chose de plus cupide. Et cette cupidité, on la retrouve chez certains des protagonistes, et c'est peut-être aussi ce que déplore le personnage principal. Et donc, il y a cette atmosphère, cette construction par cycle, et aussi, je trouve, le rapport au genre qu'il y a dans votre livre. C'est-à-dire, on est à la fois, je trouve, dans cette matière de fable, avec un rapport assez mythologique à ce cerf. Qu'est-ce qu'il nous dit? On croise à un moment le tableau de Courbet, la Lalie. Donc, il y a ce rapport au cerf, il y a tout ce qu'il désigne aussi comme histoire et comme manière dont l'homme tisse un rapport avec la nature. Mais il y a un roman familial assez psychologique qui se situe entre ces 4 personnes, en tout cas François, sa femme Maria, qui est sa seconde femme, Mathieu, son fils, Mathilde, sa fille, Jennifer, la femme de Mathieu, et puis d'autres personnages qui sont plutôt autour de Mathilde, et notamment son amant. Mais il y a ce quatuor qui ferait penser à un livre familial, un roman familial. Et enfin, on est aussi dans une forme de thriller. Donc la fable, le roman familial à teneur psychologique, le thriller, ce livre nous fait passer par des genres littéraires assez différents. Je dois dire que c'est un texte d'une grande richesse, et j'aimerais que l'on parle un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'on se plonge vraiment moins dans l'histoire que j'ai un peu résumée, que justement la manière dont vous avez catalysé ces différentes écritures, ces différentes intensités, ces différents genres littéraires. Voilà d'où vous est venu déjà ce roman, qui est voilà, dans lequel on rentre par une scène complètement saisissante, par sa précision et aussi sa beauté, je le dis, c'est d'une grande beauté. Et ensuite, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre rapport à l'écriture et de comment vous avez pensé à ce livre. Merci, Mehdi, ça fait beaucoup de questions. Oui, on peut commencer. Oui. Non, mais je lance un petit peu tout. Oui, je pourrais commencer. Pour te permettre de rebondir, et puis de rentrer par où tu le sûr. souhaites un peu. Puis moi, je relance après. Bien sûr. Mais là, il y a un peu tout ce dont je trouve qu'il est intéressant de parler, aussi pour ce prix qui est un prix vraiment de littérature. Et je commencerai un peu par la périphérie du livre, à savoir le Mont-Cenis, Monte Cenizio, qui est l'endroit où se trouve le relais de chasse, c'est-à-dire tout près de la frontière italienne. Ouais. C'est une route que je connais bien parce que je l'ai faite plusieurs fois à moto, j'adore cet endroit. Et donc au départ, le lieu s'est imposé à moi par sa
par sa beauté, par sa sauvagerie. Et je me suis dit que c'était là que j'allais mettre le relais de chasse. Ensuite, le fait d'avoir choisi un chasseur, c'était une façon de mettre le personnage principal sur une espèce de ligne de crête qui était d'un côté donner la vie puisqu'il est chirurgien, donc il répare les vivants. Et de l'autre côté, il donne la mort à un grand gibier puisqu'il chasse le cerf. Et il appartient à une tradition, c'est-à-dire il appartient d'une part à une tradition de la médecine, c'est la 3e génération de médecins, et il appartient d'autre part à une tradition de chasseurs, puisque c'est la 3e génération aussi de chasseurs. Donc il est dans une espèce de… Ces enfants perpétuent ça au début, étaient censés perpétuer la tradition médicale au moins. Voilà, la tradition médicale. Donc en fait, on est dans un univers disons, de valeurs, de culture forte et de tradition, mais sur cette ligne de crête qui est d'un côté on donne la vie, de l'autre côté on donne la mort. Et précisément, ce personnage va soudain découvrir sans doute sa fragilité parce que l'âge vient, l'âge disons pas de la vieillesse, mais il a une 50aine d'années, mais bon, l'âge vient tout de même. Et il a d'un seul coup une montée d'un sentiment de fragilité, sans doute à cause de la vision de sa fille dans cette voiture qui traverse la forêt. Et d'un seul coup, le sentiment qu'il a de fragilité envers sa fille, il se met à envahir tout son être et toute la nature autour de lui, et il bascule, au lieu d'aller finir d'achever le cerf quand il le retrouve, il va décider de le réparer. Donc il va basculer complètement du côté de la vie, en fait. Voilà, et puis ensuite, pour ce qui est de la structure narrative de ce livre, j'avais envie dans ces trois, il y a quatre parties, dont la dernière qui est à peine amorcée, mais qui est toujours dans ce mouvement circulaire. En fait, j'avais envie que certaines des scènes principales se répètent d'un cycle à l'autre, mais en se répétant, elles se déplient dans la mémoire du lecteur, de la lectrice, elles se déplient suffisamment pour que dans la mémoire, des ajustements soient faits et des emboîtements soient faits dans cette mémoire du lecteur, de manière à ce qu'elle ou lui déplie à nouveau la narration et se trouve dans une situation quasiment d'enquête. C'est-à-dire, lire le livre, c'est devenir soi-même enquêteur, c'est devenir soi-même celui ou celle qui traque le sens, qui chasse le sens, on peut dire, et qui va pouvoir déplier une espèce de cohérence de l'ensemble de tout ce qui s'est passé dans ce livre. Alors évidemment qu'il y a des références littéraires, enfin, c'est pas tant des références littéraires, mais je suis très habité par certains livres du Nouveau Roman, comme La Modification de Butor, par exemple, ou La Jalousie de Rabot-Grillet, et donc ça infuse toujours ma manière d'écrire, en fait. Oui, il y a quelque chose de très comme d'une série. Oui. Et comme d'un photogramme, en fait, qui se réimpose comme si l'action se déploie et elle s'étend. Il y a quelque chose d'extensible à chaque fois que l'on revient. Oui. Quelque chose qui s'infuse, se déploie. On a plus d'informations, on apprend plus de choses sur les personnages. Oui. Cette scène de départ qui est évidemment crépusculaire, ça se passe à la tombée de la nuit quand justement ce cerf est blessé, il est manqué, puis ramené. Alors là, c'est extraordinaire parce que ce à quoi j'ai été extrêmement sensible dans ce texte, moi, c'est évidemment l'ardeur à décrire, à montrer, à faire exister simplement par l'écriture une scène extrêmement forte, très physique. C'est un roman, je trouve, extrêmement physique, qui se situe quand même du côté de l'action, évidemment du côté de l'intériorité, mais c'est un roman très actif. Et ça, j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on rentre dans les 20 premières pages, je n'ai pas exactement aidé, c'est vraiment, il s'agit d'aller rechercher un cerf blessé dans les bois,
puis de lui nouer les pattes, puis de le mettre sur un palan, de le hisser dans un pick-up, c'est-à-dire qu'on est dans tous ces gestes du sauvetage. Et alors, qu'est-ce qui sauve à ce moment-là? C'est-à-dire que moi, j'avais envie de, peut-être que vous, enfin, si il en est question, que peut-être métaphorise, s'il s'agit d'une métaphore, ou qu'incarne, ou que signifie, quel est le cerf et le nom de quoi dans ce livre? Qu'est-ce qu'il nous désignerait si, évidemment, c'est déjà très fort d'être un cerf, ça nous suffit. Mais par le fait de le faire revenir comme ça, et le fait aussi qu'il hante tout le livre et que la chasse est quand même cette espèce de, je disais tout à l'heure, une espèce de ligne de base, c'est-à-dire d'un imaginaire aussi, hein, qui renvoie à des temps, à une forme d'archaïsme aussi, qui renvoie justement à la vie, à la mort, à la survie, et aussi au fait que la forêt est ici une espèce de gang de sens où les perceptions sont... on est un peu en permanence comme dans un sous-bois la nuit, c'est-à-dire les perceptions nous arrivent par éclats, les scènes reviennent, elles s'éclairent différemment, elles sont éclairées différemment. Et voilà, est-ce que le cerf et la forêt occupent une place particulière dans ce roman? Est-ce que vous avez voulu y sceller quelque chose de spécifique? Oui, alors le cerf, évidemment, possède une espèce de beauté immanente. Enfin, si on compare un cerf à un sanglier, d'un point de vue de notre, je dirais, de notre sens, entre guillemets, naturel de l'esthétique, le cerf est gagnant, probablement. Donc là, il y a déjà une beauté qui s'impose pour nous par rapport à notre éducation esthétique. Mais évidemment, le cerf, c'est aussi la figure christique, évidemment, c'est la figure du Christ. Et dans le livre, c'est aussi et surtout peut-être la figure de l'innocence. Hein, c'est-à-dire, en fait, c'est la figure de la vie et de l'innocence. Euh, Ça me rappelle quand je vous dis ça, ça me rappelle un film où on voit des chevaux errer dans le désert du Koweït, euh, probablement du Koweït, pendant la guerre du Koweït, avec des puits de pétrole enflammés. C'est-à-dire, on est dans une espèce de paysage d'apocalypse. Et ce paysage d'apocalypse est traversé par des chevaux qui incarnent une innocence muette et, et probablement des prochaines victimes. Donc, le cerf incarne le vivant et l'innocence. Je pense aussi à The Deer Hunter, peut-être aussi. Oui, bien Le sûr. film de Cimino, où Ouais. on est dans ces espaces aussi qui sont des espaces boisés extrêmement denses. Il y a une minéralité très forte, une végétalisation aussi très forte de l'espace. Bien sûr. On se perd assez vite, c'est des espaces très touffus, et on traque un animal. Ouais. Et ce film, en fait, dont vous parlez de Cimino, et les deux scènes de chasse du cerf, celle où il tire et celle où il ne tire pas, sont totalement présentes dans mon esprit quand j'écris la scène. Totalement. Ouais. Il y a deux films qui m'obsèdent dans l'écriture de ce livre. C'est Sacrifice de Tarkovsky et c'est The Deer Hunter. Ouais. et voilà, de Cimino. Voilà. Et alors, dans le cerf, il y a évidemment l'image de l'innocence, mais c'est la même image que celle des enfants pour cet homme qui est un père. Et donc, l'innocence, elle est du côté des enfants et du côté des animaux. Et justement, ces enfants ne sont plus des enfants et sont en train d'être des adultes. De partir dans l'âge Et adulte. de devenir en fait les représentants les plus ardents d'une société extrêmement sauvage, cruelle et inculte et, et très violente. Et par exemple, ça, la dimension crépusculaire du livre, elle est liée à cette corruption de l'innocence, en fait. Ouais. Ouais. Et donc, évidemment, les animaux ne se font pas corrompre, mais en meurent. Ouais. Et les enfants deviennent ces adultes voraces et prédateurs
Et cet homme qui est à l'orée de sa disparition à cause de son âge, défend des valeurs très fortes, des valeurs très, je dirais, en tout cas des valeurs qui ont été inventées par les religions, que ce soit la religion juive ou la religion chrétienne. Et donc il incarne ces valeurs à travers son travail de chirurgien et à travers son, son code de la chasse, on peut dire. Et il est en résistance face à un monde qui monte, qui est un monde, pour dire les choses très vite, un monde de la finance et un monde globalisant. Et là où, là où pointe cette tragédie qui est celle du livre, c'est que ce sont ses propres enfants qui se mettent à incarner ce monde dans sa pire sauvagerie. Et donc, il va se retrouver à essayer de résister face à ce monde qui monte. On peut dire qu'il serait, lui, le représentant de l'ancien monde, il est à peu près de ma génération, et il est devant des enfants qu'il ne reconnaît plus et qui représentent le nouveau monde. Et il est dans ce rapport tragique à ces enfants qui sortis de l'innocence, deviennent ses ennemis parce que représentant ce nouveau monde. Alors, je trouve, cela dit, que les deux enfants, Mathieu et Mathilde, n'ont pas totalement le même parcours et on sent le narrateur extrêmement bouleversé par sa fille et au contraire peut-être dans une dimension plus conflictuelle ouvertement avec son fils, qui est d'ailleurs le fils de sa première épouse qui est morte en le mettant au monde. Et en fait, ce qui me marque, c'est effectivement comme cet homme est d'un territoire. Oui. Il y a cette maison, le relais, il y a vraiment ces bois, il y a les routes qui sont extrêmement bien, le lacis de route qui est extrêmement bien décrit autour. Il est d'un territoire, tandis que les enfants, alors les deux pour le cas, mais je trouve plus le fils, sont toujours, on pourrait dire, déracinés, vraiment au sens où ce qui les rattache à leur éducation, à la vie que leurs parents leur ont transmise, cette histoire de valeurs, tout ce qui est lié et ça passe par des détails, je trouve, très fins, le fait d'être tout le temps dans des hôtels, le fait de préférer être dans des hôtels de luxe plutôt que de venir dormir dans une maison, donc dans ce relais à la campagne, le fait d'être toujours connecté quand Mathieu ne fait rien et finalement il est quand même sur sa tablette. Le fait il y a ces histoires le fait de se déplacer, on est en avion avec son épouse qui est une jeune mannequin, qui ne veut pas elle avoir d'enfant justement parce qu'elle ne veut pas que son corps et son outil de travail, elle ne veut pas qu'il soit déformé. Donc le couple semble se convertir à l'adoption parce que c'est plus simple. Il y a une espèce de dématérialisation de tout en fait. En tout cas, les enfants sont un peu désincarnés dans une vie où ils ne sont plus rattachés à des formes de territoire, à des formes de pratiques et quelque chose, ce qui les distingue, c'est quelque chose voilà, qui sont sur des flux, on dirait, des flux aériens d'avion, des flux financiers, des flux Internet. Enfin, c'est une espèce ils incarnent un peu cette vie de flux très dématérialisé, alors que François, lui, c'est vraiment un homme qui émerge d'un monde physique et il porte ça tout le temps, puisque même quand il y a des scènes d'opération dans le livre, il est chirurgien, elles sont extrêmement précises. Il en parle comme étant des chorégraphies, mais c'est un peu ça. Elles sont décrites avec un vocabulaire précis, détaillé. C'est très beau, avec quelques justement des mots qui sont issus de la langue médicale et qui viennent comme ça se lover dans les phrases et qui la musclent à chaque fois. Et je trouvais que ces scènes d'opération, elles montrent combien aussi cette science médicale évidemment se corrèle à
à cette vie physique, en fait. Hein. Oui. C'est quand même toujours des affaires de corps, même quand il est en train de recoudre un petit truand, enfin non, un grand truand qui a pénétré chez lui, etc. Et ça, je trouve que ce personnage est magnifique dans la manière dont il a été inventé aussi, dont vous l'avez créé. En fait, lui, il est du côté de la chair, totalement. Voilà, ouais. Il est du côté du corps. Et son fils lui dit à un moment donné, papa, bientôt tes mains seront obsolètes quand l'intelligence artificielle et la robotique opérera pour réparer les vivants. Et effectivement, lui, il est du côté du corps. Hein, il est du côté et comme il est du côté du corps, il est du côté du faire, il est du côté de l'agir, et il est du côté du métier. Hein. Il a un métier, il a une expertise, et c'est dans son métier qu'il a sa dignité. Et cet homme, du coup, il est dans un état de stupéfaction face à des enfants pour lesquels il pensait avoir auxquels il pensait avoir transmis des valeurs, et il est dans un état de stupéfaction de voir que finalement le monde environnant a été plus fort que l'éducation qu'il a pu leur transmettre, puisqu'ils sont devenus évidemment les vecteurs de ce nouveau monde. Ouais. Mathieu comme agent, Mathilde plus comme victime, non? Oui, Mathilde, elle, c'est par une espèce d'emportement amoureux qui la déporte dans un univers très violent, alors que Mathieu, c'est plutôt par choix. Oui. En effet, c'est pas la même façon d'être affecté par le nouveau monde. Et puis, il y a évidemment ce personnage, cette femme italienne, voilà, Maria, qui est une femme portée à la mystique, mais également très charnelle, et qui dérive de plus en plus avec pas la disparition, mais le fait que les enfants ont quitté le domicile parental, particulièrement le fils, euh, avec un secret de famille dont je ne dirai rien là, mais elle a un rapport au fils évidemment très incestueux. Et le fait que le fils quitte non seulement le domicile parental, mais quitte le pays, puisqu'il part comme trader à New York, la met dans un état de déséquilibre affectif terrible, et elle va partir de couvent en couvent dans une espèce de quête mystique qui désoriente beaucoup son mari François. C'est-à-dire ils sont toujours dans un rapport amoureux sans que lui se sente le moins du monde un réconfort possible pour sa femme. Donc d'un côté, il y a les enfants qui partent et qui deviennent les vecteurs d'un nouveau monde extrêmement sauvage et cruel, et de l'autre côté, il a sa femme qui part dans ses délires mystiques et ses quêtes mystiques. Alors, elle n'est pas dans la même immatérialité que ses enfants, elle est dans une immatérialité culturelle très forte, qui est celle de la religion. Et donc, ça fait de François un personnage romanesque extraordinaire, parce qu'il est pétri d'une forme de paradoxe, à la fois de solitude et de paternité. Hein. Il est d'abord un père dans ce... Alors sans doute, moi je l'ai lu comme ça, c'est-à-dire c'est vrai que sa relation avec Maria, c'est une relation qui est encore très pleine. On sent qu'il y a de l'amour entre eux, même si elle vit chez des carmélites. Il ne la comprend plus, mais il y a quand même justement la mémoire qui est pas du tout une mémoire morte, et justement le souvenir de leur rencontre est réactivé au cours du livre, et justement comme on repasse justement sur ces quelques jours, sur ces quelques heures, sur ce week-end, on le repasse à plusieurs reprises au cours du livre. On repasse aussi sur la rencontre de François et de Maria à Sienne, et il y a l'amour est réactivé à chaque fois. Ça donne aussi au livre, à ce personnage, une dimension amoureuse. Mais néanmoins, je trouve qu'il est là où c'est très intéressant, et c'est pas très courant dans la littérature, c'est de créer ce personnage d'un
d'un père, mais d'un père d'adulte, enfin, qui n'est pas justement un Oui, père d'enfant, mais qui est un père d'adulte, oui, avec voilà, qui porte déjà des souvenirs dont certains sont violents, y compris en ce qui concerne, par exemple, un épisode qui se passe autour d'une piscine et de sa fille Mathilde et justement de l'attitude de Maria. Il y a ces souvenirs, mais pour moi, ce qui est très déchirant dans ce livre, c'est que cet homme voilà, qui poursuit le cerf, peut-être comme il poursuivrait justement, alors une forme de faire retenir l'innocence hein, et peut-être la capturer à jamais. Il est quand même extrêmement déchiré dans son identité de père. oui, Et c'est assez fort, ça, je trouve, dans le livre, parce que il est vraiment sur la crête. À aucun moment, il ne se détourne de ses enfants. Je pense notamment Mathieu, il a ce rapport plus sec avec lui. Il n'est pas du tout séduit par la vie de Mathieu, ce qui est une façon de lui tourner le dos, mais il ne le rejette pas du tout, voire même il insiste pour qu'il reste plus. mm, La présence de son fils, la présence de l'enfant. Mais surtout, il est totalement ouvert à Mathilde quand elle vient chercher refuge chez lui. Et je trouve que il est extrêmement déchiré parce il est dans sa lucidité, il sait de quoi ses enfants sont finalement les agents, les noms, et pourtant il est leur père et il l'aide d'une certaine manière jusqu'au bout, je trouve, non? oui, oui. Mais en fait, ça nous ramène au titre du livre, La tentation. En fait, ce livre est habité tout le temps par la tentation du désespoir. Donc, en fait, la tentation du désespoir, c'est aussi la tentation d'en finir, c'est-à-dire de se laisser dévorer par ces enfants qui sont devenus ces adultes-là. Donc, dans la tentation d'en finir, c'est aussi la tentation de se laisser finir, c'est-à-dire Ouais, de se laisser prendre, de se laisser mourir d'une certaine façon. Et en même temps, il est dans la tentation aussi de se battre et de résister. Mais l'arbitrage est extrêmement violent puisque dans la tentation de se battre, il y a la tentation de tuer aussi bien sûr. pour se défendre. Donc, est-ce que c'est la tentation de se laisser tuer ou c'est la tentation de tuer? Et donc, il est toujours sur cette ligne-là et jusqu'au bout, il est sur cette hésitation-là. Mm. Et bon, évidemment il y avait le texte de Peggy sur le porche de la première vertu qui est celle de l'espérance, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on doit se laisser aller au désespoir ou est-ce qu'il faut toujours rester résolument du côté de ce qui nous anime tous, toutes, à savoir l'espérance et l'espoir. Et par rapport à ces enfants, ils restent toujours sur cette ligne de l'espoir. Et euh, alors, on a parlé voilà, du livre, un petit peu de tout ce qu'il contient comme éléments, comme voilà, sa matière atmosphérique si particulière, à la fois crépusculaire et en même temps très éclairée par éclat, hein, comme une lumière un peu de trombinoscope. On a parlé un peu de cinéma et vous disiez que ce livre a été écrit un peu à l'aune donc du film de Tarkovsky et de celui de Cimino. Et on pourrait parler aussi de peinture, mais là, je voudrais qu'on parle effectivement de la manière dont une œuvre littéraire se construit. En tout cas, celle-là, c'est aussi ça qui m'a beaucoup plus se construit au contact d'autres formes d'art. Donc le 7e art, ça c'est pour le cinéma, mais par exemple pour la peinture. Et j'ai été frappée par la manière dont certaines scènes me semblaient être des extracis, vraiment des tableaux, fonctionner comme des tableaux. Il y a une narration qui est très active, qui peut être dialoguée, il se passe des choses, des événements arrivent, des heurts, des entrechocs, des accidents, des retours, on amène quelqu'un à la gare, enfin des choses comme ça très concrètes. Et puis par moments, il y a vraiment des tableaux.
des tableaux saisissants, donc justement des scènes de chasse, des scènes où une enfant peut frôler la mort. Et je voulais que vous parliez un petit peu de ce rapport à la peinture euh, que l'on sent dans le livre. Et puis peut-être aussi, je trouve que c'est un livre où on entend une musique. Et il est question de musique dans ce livre, la musique que le narrateur écoute. Alors c'est une messe de Bach, c'est Mingus. Et je trouve que ça donne à ce texte aussi son corps charnel, justement qu'il se soit constitué en écho à ces autres œuvres, ou peut-être réverbérant un peu de la beauté de ces autres œuvres, de leur matière. Et est-ce que c'est un peu comme ça que vous travaillez? Est-ce que vous avez justement quel rôle joue la peinture? Mais alors là, dans l'écriture, et je pense surtout à l'art de décrire, à l'art de la description, est-ce que vous pouvez parler de ça? Déjà, je reparlerai un tout petit peu du cinéma parce que je suis de la génération du cinéma. Mais, enfin, je vois bien comment mes enfants ne sont pas du tout de la génération du cinéma, comme si le cinéma était une forme quand même du passé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma. Et la manière dont je structure mes scènes, par exemple, j'ai le sentiment que je les structure comme un cinéaste, c'est-à-dire il y a des cuts, il y a des plans séquences très longs, et Très parfois, long, très voilà, déployé, voilà. très lent. Très lent. Oui, et par moment, il y a des cuts avec des ruptures des ruptures de décor, des ruptures de personnages très nettes, très fortes. Ouais, ouais. Et là, j'ai vraiment le sentiment de travailler comme un cinéaste. Enfin, C'est vrai. je sens à quel point je construis toutes mes architectures de romans comme un cinéaste ferait un film. Et donc ça, c'est vraiment opératoire chez moi. Je suis né dans le cinéma. Enfin, c'est comme Gerhard Richter qui fait une peinture en étant né dans le monde de la photographie. Donc, il fait une peinture comme un photographe. Et moi, j'ai tendance à avoir le sentiment d'écrire comme Ouais. un cinéaste. Et alors ensuite, pour ce qui est de la peinture, effectivement, quand j'écris une scène qui va faire image, qui est comme une description, vous savez, le goût que j'ai pour les descriptions actives, ce que j'appelle les perceptions et non pas les descriptions, Ouais. c'est toujours des descriptions dynamiques, c'est-à-dire c'est des descriptions qui sont ancrées dans une perception et qui sont ancrées dans cette perception qui est une perception affective, qui n'est pas une perception neutre. Et donc, évidemment, j'ai sans cesse des scènes enfin, j'ai sans cesse des peintures, puisque c'est quand même mon métier, à part le fait d'écrire, c'est d'être sans cesse à parler d'art avec mes étudiants. Donc, il y a sans arrêt, évidemment, des images qui me viennent. Et évidemment, là, dans ce livre, il y avait Courbet qui était là. Courbet, c'est incroyable. Hein. Oui, Quand on croise le nom du tableau dans le livre, à peau 2 tiers du livre, oui, on est heureux parce que de fait, on a, dès les premières pages, on est quand même on le voit, ce grand cerf oui. sur la laine. Et C'est très puis, fort. bon, sur… Courbet, c'est aussi ces paysages-là. Si je peux me oui, permettre, Courbet, on est réellement aussi oui, oui. dans des paysages qui pourraient être sensiblement les mêmes que ceux du roman. Ouais, ouais. La scène de la piscine, qui est une scène très importante, qui revient deux fois, enfin, une fois, bon, c'est en fait, c'est l'image de Hockney, de David Hockney sur la piscine qui me vient. Enfin, donc, en fait, la peinture infuse toujours les scènes que j'écris, et puis il y a cette scène presque à la fin du livre, presque avant l'Apocalypse, là, où il pense à un tableau de Monet qui sont les oiseaux noirs sur la ligne blanche d'une barrière enneigée dans un paysage de neige. Donc il y a tout le temps, enfin la peinture est tout le temps présente, mais les tableaux montent en moi de manière assez spontanée, je dirais, quand j'écris une scène. Et puis pour ce qui est de la musique, alors là, c'est vraiment un principe opérant chez moi, c'est que en fait, j'écris toujours par rapport à des questions de rythme, par rapport à des questions de pulsation, par rapport à des questions de vitesse.
Et donc, j'ai le sentiment que si j'entends pas sonner une phrase, je la supprime. Je peux même arriver à vouloir exprimer une idée. Je n'arrive pas à trouver sa rythmique et j'en arrive à dire l'idée inverse que je voulais exprimer parce que elle sonne mieux. Et donc, les questions de fluidité, par exemple, le fait de pas, euh, par exemple, je ne vais pas écrire il alla à la plage parce que je vais avoir i a. Bon, donc quand je vois que j'ai des systèmes vocaliques ou C'est écrire consonantiques, à l'oreille, ça. ça c'est à Vraiment, l'oreille. ouais. Ça me rappelle euh, le, le livre d'un très mauvais écrivain dont je ne dirai pas le nom, mais qui commence un chapitre par alors j'ai eu envie d'elle. Donc, alors j'ai eu envie d'elle, c'est absolument affreux à entendre, quoi. Ça fait A-O et U-N-I-E. Donc, c'est pas possible, quoi. Et donc, voilà, et là, c'est vraiment des histoires de sonorité. Et les histoires de sonorité, donc de fluidité dans le son et les questions de rythme qui sont véritablement au cœur de la musique sont vraiment constitutifs là, de ma manière d'écrire. Et évidemment, le fait de pouvoir citer, parce que c'est très rare en fait que je cite dans mes livres des références artistiques, mais là je me le suis autorisé parce que mon personnage est un personnage justement cultivé et Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. voilà. Non, mais on le croise, c'est très simple, hein. Oui. Je voudrais, pour finir, qu'on parle un peu de la traduction. Voilà, je voudrais que vous nous disiez peut-être un petit peu la. Est-ce que vous avez lu la traduction? Parce que je crois que vous parlez parfaitement italien. Parfaitement. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la traduction? Est-ce que vous êtes en lien avec votre traducteur italien? Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que ça a engendré comme sentiment, le fait d'être traduit en Italie, qui est ce pays que vous aimez tant et qui est d'ailleurs présent dans ce livre, puisque Maria est une italienne, enfin la mère, l'épouse du narrateur dans le livre est italienne, elle est fille de viticulteur, elle est rencontrée, il y a ces scènes anciennes. Oui. Et peut-être que vous pourriez nous parler un peu de ce lien avec la traduction et puis est-ce que la traduction en tant que telle vous intéresse, y compris sur le plan vraiment littéraire? Est-ce que vous aimez être en rapport avec vos traducteurs ou au contraire c'est quelque chose que vous laissez voilà, en dehors de vous? Comment ça se passe pour vous? Alors, pour moi, la traduction, c'est une obsession. C'est-à-dire, je suis obsédé par le fait de pouvoir être traduit. Pour ce qui est de l'italien, j'en suis ravi. C'est le quatrième livre publié en italien. Donc, ça, c'est vraiment une chose très heureuse. D'autant que, pour moi, je dis toujours, l'Italie, c'est mon second pays natal. C'est-à-dire, aussitôt que j'arrive en Italie, je m'arrête dans un café, je prends un café. Et la manière, enfin, les gestes du barman, la façon qu'il a de poser la tasse de café sur le comptoir avec le petit verre d'eau pétillante à côté, déjà, ça y est, j'ai l'impression que je suis chez moi. Et donc, l'Italie, depuis l'âge de 19-20 ans, j'y allais tous les ans. Et là, depuis le confinement, j'y suis pas allé, donc depuis 2 ans, et ça me manque beaucoup. Et comment dire, la langue italienne, je ne la parle pas parfaitement, malheureusement. Et mon grand rêve, évidemment, c'est de parler l'italien couramment et surtout de pouvoir le lire. Parce que mes écrivains, parmi mes écrivains fétiches, il y a Primo Levi et il y a Malaparte. Hein, et Italo Svevo probablement, mais les premiers, c'est sans doute Primo Levi et Malaparte. Et donc, je suis infiniment heureux, évidemment, d'être traduit dans cette langue que j'aime tant parler, que j'aime tant entendre. Et j'ai été bercé par tout le cinéma italien, évidemment, des années 60, 70 et même des années 50. Et j'aime beaucoup entretenir des rapports étroits avec mon traducteur, justement. Alors là, il s'avère que j'ai un nouveau traducteur, puisque là, je suis dans cette maison d'édition avec un nouveau traducteur qui est en même temps l'éditeur.
Et on ne s'est pas encore rencontré malheureusement, même si j'ai pu apprécier ô combien le travail qu'il a fait dans la traduction du texte. Voilà. Non, ça me fait toujours penser au fait que pour moi aussi, voilà, la traduction, c'est un champ littéraire qui s'est ouvert et qui est vraiment passionnant, et aussi qui nous ramène à l'idée que cette histoire d'écrire dans une langue étrangère, d'être étranger dans sa propre langue, de se rendre étranger dans sa propre langue. Et donc, j'ai l'impression qu'on est à soi-même parfois un espèce de traducteur, etc. Et je trouvais que c'était passionnant. Et je pense que dans un roman comme La Tentation, qui est un roman puissant, vraiment, vraiment magnifique et vraiment avec cette construction à la fois très solide et en même temps très intense, assez saisissante. Et c'est vraiment un monde de perception, comme vous disiez, un monde voilà, d'une grande puissance qui s'ouvre à nous quand on ouvre ce texte. Et je me disais justement que ça avait dû être à la fois un régal, mais aussi un défi pour un traducteur. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Luc. Et alors à bientôt, j'espère. Bientôt, oui. C'était un plaisir voilà, de parler avec Luc Lang de son roman La Tentation, qui donc est l'un des 5 finalistes du Premio Gregor von Retzory. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.